Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez IAE Play, votre podcast réalisé par et pour les étudiants de l'IAE Angers. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour discuter sur le thème de Le processus de recrutement spécial stage. avec Joséphine Fouché, étudiante en L3 Management International à l'IAE d'Angers. accompagné par Alexandra Lelon, recruteur depuis 20 ans dans différentes entreprises et toujours passionnée par ce métier. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter plus longuement, s'il vous plaît? Ok, très bien. Donc, j'ai 47 ans. J'ai fait du recrutement, comme je le disais, depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé dans l'accompagnement de personnes handicapées, un petit peu en cabinet, et puis 13 ans dans la distribution chez Dia, dans le groupe Carrefour. Et après cette expérience-là, j'ai travaillé 4 ans dans une start-up avec du recrutement essentiellement en approche directe pour des cadres middle et top managers de toutes les fonctions support de l'entreprise. Et ensuite, pendant 8 mois, dans une entreprise d'expertise d'assurance qui s'appelle Sedgwick et dans laquelle je recrutais essentiellement des cadres, plutôt cadres supérieurs, pour des fonctions d'expertise d'assurance. D'accord. Qu'est-ce qui vous anime dans votre métier de responsable de recrutement? Alors, l'idée que je peux participer à la vie des gens, à la carrière des personnes que je rencontre, que je peux participer également à la vie de l'entreprise pour laquelle je recrute. Mon objectif, c'est que chacun candidat trouve la bonne opportunité au bon moment et que l'entreprise trouve la bonne personne pour performer à son poste. C'est un poste sur lequel on doit dire non plus souvent qu'on ne dit oui, puisque pour un seul poste, on va rencontrer plusieurs personnes. Mais j'espère toujours apporter le conseil à la personne qui n'est pas retenue pour lui dire pourquoi elle n'est pas retenue et que si elle n'est pas retenue, c'est que ce n'était pas forcément le bon poste pour elle à ce moment-là de sa carrière. Et évidemment, il y a d'autres opportunités qui peuvent suivre. D'accord. Alors, du coup, on va parler des stages. Pourquoi est-il, selon vous, important de réaliser un stage en tant qu'étudiant? Parce que, en tout cas, à mon niveau, ça va compter pleinement comme de l'expérience professionnelle. Bien sûr, pas si on cherche quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans d'expérience, parce qu'on a besoin d'une seniorité, voire de management sur des postes de ce type-là. Mais au démarrage d'une carrière, ça peut vraiment faire la différence entre quelqu'un qui sort de ses études et quelqu'un qui a déjà approché un métier. Donc oui, faire un stage, et en particulier dans le métier que vous allez viser en termes de recherche d'emploi, ça vous permet aussi d'utiliser les bons mots-clés, d'avoir les bons réflexes, que ce soit sur votre CV ou en entretien. D'accord. Et selon vous, il est plus pertinent de viser le secteur dans lequel on souhaite travailler ou vraiment le métier? Alors, je pense que les deux peuvent se justifier et ça va justement dépendre des métiers et des secteurs. C'est très difficile de répondre à cette question-là parce qu'il y a autant de CV que de personnes, il y a autant de recruteurs que d'entreprises, voire plus puisqu'il y a aussi tous les recruteurs en cabinet. En fait, il faut que vous fassiez les stages en fonction de vos motivations et de vos intérêts et de la façon dont vous avez envie de continuer vos démarches. Et des possibilités du marché. Il vaudra toujours mieux un stage dans le secteur qu'un stage qui ne correspond ni au secteur ni au métier. Pour moi, pour les métiers auxquels je pense spontanément, qui sont des fonctions support de l'entreprise, il vaut mieux un stage dans le métier qu'un stage dans le secteur. Ouais. Par exemple, en comptabilité, il vaut mieux faire un stage en comptabilité qu'un stage dans la course automobile. Même si la course automobile vous intéresse, il y a plus de chances que vous trouviez en comptabilité qu'en course automobile. Donc, il vaudra mieux faire un stage dans un secteur différent, mais dans le métier qui correspond. D'accord. J'espère que la réponse est claire. Oui, très clair. Est-ce que vous connaissez les IAE et est-ce que vous avez déjà travaillé ou embauché des personnes issues d'IAE? Alors, forcément que oui, puisque j'ai recruté des stagiaires tout au long de ma carrière. Mais je dois dire que ce qui va primer, c'est la façon dont la personne se présente par rapport à une école. Pour moi, il y a de bonnes écoles sur différents campus, différentes formations qui peuvent être de qualité. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre d'une façon très précise à cette question-là. Par contre,
quelle que soit votre formation de base, quels que soient vos parcours et parfois même vos erreurs de parcours. Ce qui va compter, c'est la façon dont vous allez savoir valoriser même une erreur, dont vous allez mettre en avant votre formation et mettre en avant votre parcours. D'accord. Qu'attendez-vous d'un stagiaire par rapport aux attentes que vous pourriez avoir d'un employé? Alors, les attentes sont forcément différentes, puisque un employé, on attend qu'il soit déjà formé. Un stagiaire, on est prêt à le former, à l'accueillir, à lui donner du temps. Encore une fois, là, je parle pour moi, je suis consciente que certaines entreprises ont les mêmes attentes exactement pour un stagiaire que pour un employé. Ce qu'on va attendre, à mon sens aussi, c'est un regard critique, des rapports d'étonnement, de poser des questions parfois où nous-mêmes, on est tellement dedans qu'on n'y pense plus. On ne se pose plus suffisamment les questions. Donc, ça va être ça, ça va être de la curiosité, une démarche un peu innocente, un peu questionnante, pour remettre en question un peu les fonctionnements qu'on peut avoir et sur lesquels on est installé d'une façon parfois un peu arbitraire. Est-ce que Ok, c'est clair? oui, très clair. Euh, à qui doit être destinée une candidature spontanée? Parce que là, par exemple, on est dans notre en pleine recherche de stage. Et des fois, pour les candidatures spontanées, on ne sait pas si on se tourne vers le responsable de recrutement ou le manager qu'on pourrait avoir pour le Vous poste pouvez visé. tenter les 2. Il n'y a pas de règle absolue. Aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle je suis, et l'entreprise dans laquelle, j'étais précédemment ne fonctionnent pas pareil. Aujourd'hui, toutes les embauches passent par les RH. Dans l'entreprise dans laquelle j'étais précédemment, les stagiaires passaient par les opérationnels. Par contre, si vous visez la RH pour une demande de stage, il y a quand même de fortes chances qu'elle soit bienveillante et qu'elle transmette aux personnes responsables. Alors que si vous passez par le manager, il n'aura pas forcément le réflexe de passer à la RH si ça ne le concerne pas directement. Oui, Donc, je comprends. visez les 2 parce qu'il n'y a pas de règle absolue et on ne vous en voudra jamais de montrer trop de motivation. Attention, il y a une différence entre ça et le harcèlement. Ne visez pas tous les managers et toutes les RH de l'entreprise. Essayez faites des demandes de connexion sur LinkedIn, expliquez avec une note. Vous savez, il y a une note qu'on peut joindre à l'invitation de connexion pour expliquer votre démarche. Dites en quoi votre stage est important pour vous, en quelques mots, quelles sont les dates du stage, si c'est une alternance ou si c'est un stage en continu. Donnez quelques informations brèves à la personne que vous contactez et n'hésitez pas à conclure par « dites-moi si vous n'êtes pas le bon interlocuteur, que je puisse m'adresser à la bonne personne ». Donc, il y a vraiment, on peut faire beaucoup de choses sur LinkedIn. Et si vos demandes de connexion n'aboutissent pas et qu'il n'y a pas de succès, eh bien, quelques jours plus tard, vous pouvez en tenter une nouvelle avec une autre personne de l'entreprise. N'ayez pas peur de renouveler. Il faut un petit peu d'acharnement parfois. Ok. Et puis répondez aux annonces, hein. C'est quand même la première source de stage, c'est les annonces. N'hésitez pas. Il faut bombarder de CV. Mm. Des fois, c'est un peu décourageant quand même, mais bon, Je sais, c'est... je sais. Même si ce n'est pas pour du stage, la recherche d'emploi nous a tous touchés à un moment ou à un autre. Oui, c'est décourageant. Les recruteurs ne répondent pas. Les recruteurs ne disent pas ce qui ne va pas. Les recruteurs sont la pire plaie du monde, je le sais. Mais ils ne sont pas tous comme ça. J'essaye toujours de donner des réponses et d'expliquer quand je le peux, d'orienter les personnes vers le manager quand ce n'est pas mon rôle. C'est décourageant, il faut compter sur sa chance et si vous en envoyez 10, vous n'aurez pas de réponse. Si vous en aurez envoyé 100, vous aurez peut-être 2 réponses. Et bien peut-être que dans ces 2 réponses, vous aurez le bon stage. Donc il ne faut pas s'arrêter à 99, il faut continuer. Mais on s'en doute hein, que c'est pas de la faute des recruteurs, ils doivent crouler sous les candidatures, etc. On Ce s'en n'est pas doute, hein. forcément ça, parfois on n'a juste pas les bons outils. On n'a pas les bonnes sources, le mail va se perdre, le stage est pourvu et on n'ouvre plus les mails. Il y a plein de sources différentes qui peuvent faire qu'on ne va pas apporter une réponse. Et ce n'est pas que de la mauvaise volonté, hein, vraiment. Mais il faut continuer, il faut s'acharner et il ne faut pas s'arrêter. Vraiment, il ne faut pas s'arrêter à c'est désespérant. Il faut se dire j'y crois. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera demain. Et surtout, changez votre CV. Si vous faites 5 candidatures et que vous avez 0 retour, eh bien, regardez votre CV et vous recommencez à 0 et on change encore et on change de cible et on refait le CV.
J'ai beau être un recruteur, mon CV, je crois qu'avant d'avoir les premiers retours, là récemment, hein, puisque j'ai relancé une recherche d'emploi, j'ai dû le faire 5 ou 6 fois, alors que j'ai plus de 20 ans d'expérience, pour obtenir les premiers retours. Et puis tout d'un coup, j'envoie 5 CV, j'ai 4 appels téléphoniques sur 5 CV. Et là, je me dis, bon, on ne touche plus à rien, c'est le bon CV. Mais ça a demandé du travail pour en arriver là, donc n'hésitez pas. Il faut le refaire. D'accord. Alors du coup, tant qu'on est sur le CV, je voulais vous demander comment, selon vous, mettre en valeur ses expériences professionnelles et son parcours étudiant. Donc, par rapport aux descriptions, par exemple, qu'on peut mettre en dessous des missions ou des travaux universitaires qu'on a pu faire. Ce que vous en pensez, des descriptions, etc. Alors, c'est toujours un peu compliqué quand on est débutant, mais en même temps, dites-vous qu'en face, ils cherchent des débutants, sinon ils ne vous solliciteraient pas. Là encore, il n'y a pas de réponse absolue. Un CV doit vous ressembler et doit être le plus possible unique. Fuyez les modèles trop utilisés sur les CV Tech. Essayez de mettre votre personnalité en avant. Là, je ne vais pas pouvoir répondre parce que je ne connais pas tous les parcours, je ne connais pas votre parcours. Je ne sais pas ce que vous allez avoir envie de faire. Par exemple, si vous avez fait, je dis n'importe quoi, mais les scouts de France, du babysitting, si vous avez été assez loin en compétition d'un sport qui vous tient à cœur, si vous êtes champion d'échecs, tout ça, ça se valorise. Pour des postes différents, pour des objectifs différents. Il vaut mieux être champion de basket pour un travail en équipe et joueur d'échecs, c'est horrible hein, ce que je suis en train de dire, mais joueur d'échecs, si vous allez plutôt travailler solitaire sur une mission qui demande de la précision et de la réflexion. Vous pouvez faire les deux, hein, tant mieux si vous arrivez à gérer les deux en parallèle. Mais voilà, il y a des grandes tendances. Mettez tout ce que vous pouvez. Alors, peut-être pas que vous avez coupé du bois chez votre tante l'été dernier, mais tout ce qui a une cohérence et une pertinence que vous pensez pouvoir justifier professionnellement, il ne faut pas hésiter. D'accord. Et j'imagine qu'il faut aussi toujours adapter son CV par rapport à la candidature. Comme vous Alors, l'avez dit, avec langue de bois, je vous dirais oui, bien sûr. En étant très réaliste, je vous dis évidemment que non. Vous allez faire une lettre de motivation qui va être le plus adaptée possible à votre métier. C'est sûr que si vous cherchez des stages sur 4 métiers différents, il vous faudra 4 CV. Mais entre 2 entreprises qui cherchent le même type de poste, vous pouvez garder le même CV. Par contre, vous pourrez adapter malgré tout certains mots de votre lettre de motivation à chaque annonce. Mais ce serait complètement utopique de dire que vous allez faire un CV par annonce. Non, personne ne fait ça. Enfin, ou alors je ne les connais pas, hein, mais ils sont un peu maso quand même. Non, vous pouvez adapter un petit peu, mais une fois que vous avez le bon CV, vous le saurez. Vous allez être contacté. ok. Du coup, on va passer à la lettre de motivation. Et entre les deux, je voulais une petite question de liaison. Est-ce que vous apportez plus d'attention au CV ou à la lettre de motivation? Alors, je vous remercie d'avoir posé cette question parce que parler de la lettre de motivation sans se poser la question de sa pertinence, ce serait un petit peu bête. C'est un gros débat en ce moment. Enfin, je dis en ce moment, mais ça doit faire 5-6 ans que la question est posée. Eh bien, là encore, je n'ai pas de réponse, mais le recrutement, c'est une affaire tellement personnelle et tellement individuelle et tellement spécifique qu'il n'y a pas de réponse absolue. Moi, en tant que recruteur, je ne peux donner que ma réponse personnelle. J'accorde plus de crédit au CV qu'à la lettre. Pour moi, la lettre n'est utile, par exemple, en stage, pour connaître les dates, pour connaître la disponibilité, pour connaître certaines informations de mobilité. Par exemple, vous habitez Paris et vous postulez à Angers, ou l'inverse, vous habitez Angers, vous postulez à Paris. Dans votre lettre, je vous encourage vivement à dire « j'ai de la famille à Paris qui peut m'héberger » ou « j'ai de la famille à Angers qui peut m'héberger ». Donc, ça va être des données très précises, très concrètes, qui seront pas forcément dans votre CV, et la lettre peut être le bon vecteur. Parce que forcément, dire que vous avez de la famille à Paris, vous n'allez pas le mettre sur votre CV. Rien ne vous empêche de mettre une double adresse, par contre, sur le CV, et de mettre dans le petit paragraphe d'introduction les dates de disponibilité et la façon dont le stage doit s'exercer. Les modalités, on va dire. Mais pour moi, ça peut être dans la lettre.
Je ne regarde les lettres que quand vraiment j'ai un doute sur la candidature ou quand dans mon annonce, je dis précisez dans votre lettre, par exemple, vos attentes en termes de salaire ou la mobilité qui est possible pour vous géographiquement. Mais sinon, le CV est vraiment crucial pour moi. CV ou profil LinkedIn. D'accord. Ok. Comment doit s'articuler une lettre de motivation selon vous? Parce que nous, les étudiants, on fait quand même des... Là, vous me parlez d'une lettre de motivation plutôt simple, mais nous, on nous a quand même briefé sur des lettres de motivation développées, etc. Alors, qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est sûr qu'on va vous former à ça. Évidemment, heureusement qu'on vous entraîne à ça parce que c'est difficile de l'apprendre par soi-même. Si je réponds par rapport à mes propres principes, j'ai envie de savoir pourquoi la personne me contacte sur ce poste en particulier et sur cette entreprise ou ce secteur en particulier. Il y a des mots que je cherche à éviter en tant que recruteur, c'est je suis dynamique et motivée et vous êtes une entreprise formidable. Ça, tout le monde l'écrit. Donc, sortez de là, sortez des chemins balisés, essayez de sortir vos tripes, de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. N'envoyez pas de lettres bateau, ça ne sert à rien pour le coup. Vraiment, ça ne sert à rien. Si c'est pour dire que vous êtes motivé, dynamique, dites-vous que les 50 autres CV auront dit exactement la même chose. Un conseil qui est important pour moi, c'est de vous appuyer sur l'annonce. Il doit y avoir autant de différence entre vos lettres que de différence entre les annonces. Les mots-clés utilisés, la façon de travailler. Par exemple, sur une annonce, ils vont mettre en avant les valeurs de l'entreprise, le travail en équipe, la bienveillance. Et sur une autre, ils vont dire on axe sur les résultats, une démarche commerciale, ou c'est de la performance, ou on est hyper rapide, on a une prise de décision. Vous voyez, ça peut être des sujets différents. Vous allez avoir plus de goût pour l'une ou l'autre de ces annonces. Mais il ne faut pas que ça se sente. Donc, si vous voulez postuler, il faut que vous répondiez sur le même enthousiasme, que vous répondiez plutôt sur la performance ou plutôt sur la bienveillance. Et que dans votre lettre, on voit que vous avez bien compris les enjeux, que vous avez lu l'annonce, parce que combien de candidatures je reçois où les gens ne lisent pas les annonces, c'est juste incroyable. Donc, lisez les annonces et tirez les mots-clés. Pas tout, il ne faut pas faire un copier-coller de l'annonce, mais tirez les mots-clés qui vous semblent importants et vous les injectez dans votre lettre. Pour moi, c'est comme ça que ça peut marcher et que la lettre peut avoir un sens. Donc, comment ça s'articule? Pour répondre quand même finalement à votre question, c'est la situation d'aujourd'hui, là où vous en êtes, que vous puissiez expliquer pourquoi vous écrivez, pourquoi le poste et pourquoi l'entreprise. Alors, ça peut être pourquoi l'entreprise et pourquoi le poste. Et pourquoi donc vraiment ce poste en particulier vous intéresse et pourquoi dans tel secteur ou dans telle industrie. Donc ça, ce serait, disons, le deuxième paragraphe. Et à la fin, comme on vous l'a dit, ce que vous pouvez apporter, en quoi vous allez avoir de la plus-value par rapport à ça. Donc, je ne sais pas, donnez-moi un exemple de métier, un exemple de secteur. Je vais improviser. Chef de produit dans l'agroalimentaire. Chef de produit, c'est-à-dire plutôt marketing? Pardon? En marketing? D'accord, donc pourquoi pourquoi le poste de chef de produit? C'est parce que vous rêvez de défendre une marque, de mettre en avant les produits, que vous avez envie de transmettre de l'enthousiasme et que, en particulier, cette marque, parce que vous adorez Danone, tout le monde adore Danone, et que c'est le premier producteur, premier machin, et qu'ils sont leaders et que ça, ils le savent. D'ailleurs, très mauvais exemple. On va prendre... Donnez-moi une entreprise du secteur agroalimentaire, mais une petite. Alors là, Allez, secteur agroalimentaire, une petite. Michel et Augustin? j'allais le dire, mais elle devient grosse quand même. Elle devient grosse, mais elle est plus petite que Danone. De dire que vous avez envie de travailler dans un univers familial, que vous aimez bien la façon dont ils communiquent, que pour vous, ça a du sens, que vous avez envie d'un métier qui a du sens. Je ne connais pas leurs annonces, mais je suis sûre que ça doit apparaître quelque part. Donc, il va falloir axer vraiment, ce que j'essaye de passer comme message, c'est que appuyez-vous sur ce que l'entreprise véhicule dans son annonce, et c'est de ça qu'il va falloir vous inspirer pour faire votre lettre. Sortis de là, ils n'iront pas, de toute façon.
Et sincèrement, hein, si l'entreprise ne demande pas de lettres, n'en faites pas. Chut, faut pas le dire, mais n'en faites pas. Ça sert à rien. C'est qu'ils vont pas la lire. Moi, j'en demande pas D'accord. et je les lis rarement. Bah, c'est bon à savoir. Du coup, si on a réussi à passer le test du CV et de la lettre et qu'on est pris en entretien, quels seraient vos conseils pour réussir un entretien et éviter une situation de stress? Ne pas mentir, ne pas enrober les choses, dire la vérité. Quand on manque de confiance en soi et qu'on n'est pas trop sûr dans comment dire les choses, ça passe toujours mieux d'avoir de l'humilité. Enfin, avec moi en tout cas, hein, pareil, je réponds pour moi. Je pense que ce qui grille quelqu'un, c'est vraiment quand on sent que la personne, elle n'est pas franc du collier. Parce qu'encore une fois, là, vous allez rencontrer quelqu'un qui sait que vous êtes stagiaire, qui sait que vous êtes débutant. Donc, ça ne sert à rien de dire que vous avez monté l'Everest si tout ce que vous avez monté, c'est la colline devant chez vous. On ne va pas le croire. Donc, ne dites pas que vous avez managé des équipes de 5 personnes si vous n'avez jamais managé personne, parce que on va creuser, on va s'interroger, on va aller de plus en plus loin. Et au bout d'un moment, en passant d'une question à une autre qui va aller chercher du détail, on va le savoir. Donc, vraiment, pas de mensonge. Je pense que ça, c'est vrai pour tous les postes, tous les secteurs, et pour toute votre carrière professionnelle. Pas de mensonge. Ça ne paye jamais. Si vous mentez et que vous êtes prise, ça ne paiera pas non plus, parce que vous allez être en difficulté. Donc, pas de mensonge. Ensuite, soyez vous-même, parce que si ça ne se voit pas pendant l'entretien, ça se verra forcément au bout d'un moment, quand vous serez prise. Et autant être pris pour quelque chose qu'on véhicule plutôt que quelque chose qu'on n'a pas en soi. Dormez, parce que votre pire ennemi, ce sera le stress. Couchez-vous tôt, faites la sieste, trouvez des options. Regardez une série qui vous tient à cœur juste avant parce que ça va vous faire penser à autre chose, ça va vous permettre de respirer. Si vous faites de la méditation, faites de la méditation, tout ce que vous voulez. Mais arrivez zen, souriante et en ayant confiance que si vous en êtes là, ce n'est pas un hasard. Ils savent, vous n'avez pas menti sur votre lettre, vous n'avez pas menti sur votre CV, vous n'avez pas menti sur votre parcours. Vous avez en général eu une première accroche téléphonique qui s'est bien passée. Donc, ils savent. Je ne dirais pas jusqu'à dire que l'entretien, après, c'est du gâteau. Mais une fois que vous arrivez là, sincèrement, à moins qu'il y ait une concurrence de dingue, ils ne vont pas voir 50 personnes pour le poste. Ils n'ont pas le temps. Donc, ils vont voir quelques personnes. Faites au mieux. Dites-vous que si vous ne leur plaisez pas, c'est que vous n'auriez pas été heureux et que si vous leur plaisez, vous serez heureuse dans l'entreprise. Mais sereinement. Si vous ne mentez pas et que vous êtes vous-même, normalement, ça devrait bien se passer. Ok, super. Moi, je pense qu'on a fait le tour des questions. Et puis, je vous remercie parce que c'est un échange super intéressant et je pense que ça va pouvoir servir à beaucoup d'étudiants pour revoir nos lettres de motivation, CV et se remettre un petit peu en question aussi. Parce que même moi, là, je me suis remise en question sur la candidature. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir, pourvu que ça vous serve à vous et à tous les autres. Et je reste disponible pour d'autres questions si vous en avez, même à l'avenir, et même pour vos étudiants, pour les étudiants qui travaillent avec vous. Merci d'avoir suivi Play et on se retrouve le mois prochain.